Je vais prendre le volant d'une voiture et la conduire aussi vite que possible à travers un parcours d'obstacles pour voir si j'y arrive. Vas-y, je veux 50 miles à l'heure, pas de frein jusqu'à ce que je te le dise. Okay. Attends. Oh mon Dieu! Wait, now, break now. Les décès routiers aux États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse en 50 ans. Le nombre de conducteurs ivres sur la route a baissé. Certains responsables, dans les États où le cannabis est légal, s'inquiètent du fait que des conducteurs sous l'emprise du cannabis prennent le relais et pourraient contribuer à cette hausse surprenante. Alors que des alcotests fiables pour le cannabis n'ont pas encore été développés, plusieurs États ont mis en place des limites de THC dans le sang, similaires au taux de 0,8 pour l'alcool, afin de prévenir et de sanctionner les conducteurs sous l'emprise du cannabis. L'accès facilité au cannabis menace-t-il vraiment la sécurité routière? Pour découvrir à quel point la conduite sous l'emprise du cannabis est réellement un problème, je suis allé dans l'État de Washington, où le cannabis est légal, pour rencontrer Greg Osman, patient récemment arrêté et inculpé pour conduite sous l'influence du cannabis. Très bien, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se démêle. Plus facile à dire qu'à faire. Allons-y. Donc, tu peux simplement te détendre un peu et ensuite... Explique-moi ta blessure et pourquoi tu utilises la marijuana médicale. Quand j'étais enfant, j'ai eu une blessure sportive en jouant au baseball. En gros, je me suis abîmé le bras, ce qu'ils appellent un déplacement capsulaire. J'ai eu une opération invasive. Ils m'ont ouvert jusqu'en haut de l'épaule. Ensuite, ils ont ramené tous mes muscles et tendons pour maintenir mon épaule en place. Quelles ont été les suites après l'opération? Douleur chronique, tu sais, tout le temps. C'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre pour le reste de ma vie. J'ai essayé à peu près tout, tu sais, la Vicodine, l'oxycodone. Quand je prenais des opiacés, ma mère disait toujours que j'étais quelqu'un de méchant. Et tu sais, quand ma mère me dit ça, je la crois. Donc, tu sais, la marijuana médicale m'a vraiment beaucoup aidé. Et à quelle fréquence fumes-tu? En moyenne, un joint entier par jour. Qu'est-ce que ça te fait pour le reste de ta journée? Patient et fumeur de longue date, je reste pleinement fonctionnel. Greg a été arrêté pour excès de vitesse plus tôt cette année, accusation ensuite abandonnée par la police. Mais selon l'agent qui l'a arrêté, Greg semblait diminuer. Son sang a révélé des taux largement supérieurs à la limite légale de drogue au volant dans l'État de Washington. Donc, c'est par ici que tout ça s'est passé. Ouais, juste ici sur l'I5, sur une sortie en pente pratiquement bouchée par la circulation, les gros poids de ce lourd. Dès qu'il m'a demandé de commencer les tests de sobriété sur le terrain, c'est là que mon cœur s'est mis à battre la chamade. Tu sais, quand il s'agit de tenir en équilibre sur un pied et de tenir, tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il me demandait de faire quelque chose que je n'allais pas pouvoir faire, sobre ou pas. Tu avais fumé de l'herbe ce jour-là avant ton arrestation? Non, pas pendant des heures avant de monter dans le véhicule. Ma priorité numéro 1, c'est toujours d'être prudent sur la route. Si je ne suis pas en pleine forme, je ne conduis pas. Je sais qu'il ne faut pas le faire. La version de Greg n'est pas si farfelue. Il avait fumé un joint ce matin-là et s'était senti prêt à conduire quelques heures après. Mais s'il pensait ne pas être défoncé, pourquoi l'agent de police pensait-il qu'il l'était? Découvrez comment la police arrête un conducteur soupçonné d'être sous l'influence du cannabis. Je suis venu à Linwood, Washington, avec l'agent Mark Brinkman, connu nationalement pour avoir réalisé plus de 240 arrestations pour conduite en état d'ivresse en un an, soit 10 fois la moyenne. Agent Brinkman, comment vous êtes-vous spécialisé dans les affaires de conduite en état d'ivresse et de reconnaissance des drogues? Au comté d'Allen, une fois, une voiture s'est arrêtée à un stop, puis est repartie en crissant des pneus. C'était une soirée de bal de promo ou une fête de lycée. J'ai donc choisi de ne pas arrêter la voiture. Quelques heures après, j'ai appris qu'il y avait eu un accident. La voiture vue plus tôt au stop a eu un accident. La passagère avait été éjectée par la fenêtre et elle avait une grave blessure à la tête. Je tenais sa tête, elle saignait sur moi, reprenait conscience puis hurlait. Et il s'est avéré que le conducteur avait un taux d'alcoolémie de 0,18. Si j'avais arrêté ça 2 heures plus tôt, j'aurais arrêté le conducteur, sans aucun doute. Et cette fille de 16 ans ne serait pas morte cette nuit-là. 150 sur l'autoroute.
Que se passe-t-il ici? Ce type roulait juste vers le nord sur la voie en direction du sud. Bonsoir, avez-vous bu de l'alcool? Non. Vous avez consommé du cannabis? Jamais. Jamais de cannabis. Il n'est pas sous l'emprise. Son discours était clair, ses yeux n'étaient ni larmoyants, ni injectés de sang, aucune odeur de cannabis. Il est rare que quelqu'un roule à contresens sur l'autoroute. Il n'est pas sous l'emprise. Oui, ce serait une évidence. Quelle différence entre les personnes sous emprise, celles ayant consommé du cannabis ou de l'alcool? Le THC est une drogue qui agit de manière tellement différente que l'effet planant du cannabis est davantage un effet psychologique en termes d'altération, contrairement à l'alcool qui agit plus physiquement. Ils ne font pas le lien entre le fait d'être défoncé et le fait de se dire « Hey, je ne peux pas conduire en toute sécurité ». D'accord, eh bien, viens voir ça. Un autre officier arrête une voiture, pensant que le conducteur est peut-être sous influence, possiblement de cannabis. Il conduisait sans phares allumés. Il a coupé la route à plusieurs de leurs véhicules, à plusieurs reprises. Mauvaise conduite générale. Vos yeux sont rouges et troubles. Vous prenez de la marijuana à des fins récréatives ou médicales, ou quoi? Je ne prends pas de marijuana, monsieur. Je veux faire quelques vérifications juste pour m'assurer que vous pouvez conduire. Gardez la tête fixe et regardez mon doigt avec les yeux. 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 4, 1006. D'accord. Vous vous souvenez des instructions? Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous arrêter pour conduite en état d'ivresse. Vous plaisantez, hein? Eh bien, non. Donc, on va aller au commissariat et je vais faire d'autres tests avec vous là-bas. Et ensuite, on devra faire une prise de sang. Vous pensez que la prise de sang ressortira négative? Oui. D'accord, je suppose qu'on va le découvrir. Je suis revenu au poste de police de Linwood avec l'officier Brinkman qui va prendre en charge le conducteur qu'il vient d'arrêter. Très bien, les gars. Voyez s'ils sont prêts. Ce conducteur ayant échoué au test de sobriété et étant soupçonné d'être sous l'influence d'une drogue, l'officier Brinkman va effectuer une évaluation plus poussée pour déterminer de quelle drogue il pourrait s'agir. D'après vous, il est quelle heure? Combien de temps vous diriez que tout ce contrôle routier a duré? Eh bien, c'est à vous que je pose la question. Je dirais probablement environ 8. Environ 8. Très bien. Je vais regarder vos pupilles. Nous allons aller dans une autre pièce là-bas. Si tant d'éléments reposent sur tes observations et que tu es revenu, en quoi consistent ces tests et comment ont-ils été conçus? Nous parlons de choses différentes, car le test de sobriété sur le terrain a été conçu pour l'alcool. Et puis, il n'y a pas le protocole de dépistage des drogues. Des médecins ont participé à ce programme. Que se passe-t-il physiologiquement quand on consomme du cannabis? Eh bien, le cannabis augmente le rythme cardiaque, le cannabis va augmenter la pression artérielle, le cannabis va provoquer des tremblements des paupières et des tremblements des grands groupes musculaires. Et donc, le protocole de dépistage des drogues est accepté dans chaque État pour déterminer si quelqu'un est sous l'influence d'une drogue. Regardez là-bas. Dans ce cas, je crois qu'il est sous l'influence du cannabis. Un autre officier l'emmène alors à l'hôpital pour une prise de sang. Si l'analyse sanguine ne révèle rien, c'est un dossier beaucoup plus défendable, c'est certain. Une analyse de sang confirme les soupçons de l'agent Brinkman. D'après la loi de l'État de Washington, un taux de 5 nanogrammes ou plus de THC par millilitre de sang rend automatiquement un conducteur considéré sous influence. Après tout ce que j'ai vu, je me demande comment se construit une défense contre une accusation de conduite sous l'influence du cannabis. Je vais rencontrer Douglas Hyatt, avocat spécialisé en droit civique, qui gère l'affaire Greg Osman. Il se prépare à contester la constitutionnalité de la loi Perceux après que le taux de THC de Greg soit revenu à 22 nanogrammes. Pouvez-vous préciser les prochaines étapes pour son affaire? Eh bien, dans ce cas, nous passons en revue tous les arguments constitutionnels que nous avons. Nous utiliserons toutes nos armes dans ce combat et nous mènerons cette affaire jusqu'au bout. Vous devez savoir quand vous enfreignez la loi. Il n'y a aucun moyen pour un conducteur de savoir s'il dépasse la limite de 5 nanogrammes ou non. Problème constitutionnel. Procédure régulière, 14e amendement. Autre souci, le pouvoir de la police.
Quand ils fixent une limite et qu'ils vous envoient en prison à cause de ça, ils doivent avoir une base rationnelle pour le faire. Nous voulons examiner les preuves scientifiques sur la limite de 5 nanogrammes, mais il n'y en a pas. C'est juste une règle arbitraire. Totalement absurde. Alors que la marijuana peut rester dans le corps pendant environ 30 jours, il est dit que le test sanguin pour le THC actif non métabolisé permet de détecter une consommation dans les quelques heures qui suivent. Chez les gros consommateurs, le THC actif peut persister plusieurs jours après la fin des effets. Et la façon dont les gens sont affectés par la même quantité de THC varie énormément, ce qui rend impossible d'associer un niveau d'incapacité universelle à un taux de THC comme 5 nanogrammes. De plus, l'évaluation de reconnaissance des drogues repose surtout sur des tests physiologiques qui montrent si le conducteur a pris une drogue, mais pas s'il est trop défoncé pour conduire. Même si les tests de sobriété cherchent à mesurer l'incapacité. Conçus pour l'alcool, leur fiabilité pour le cannabis manque de preuves scientifiques. Ce qui paraît d'abord être une preuve accablante d'infraction routière liée à la drogue devient en réalité un ensemble d'hypothèses sans fondement scientifique. Ils ont une bonne norme d'altération pour l'alcool, avec beaucoup de recherches scientifiques à l'appui. Ils n'en ont pas pour le cannabis, mais agissent comme s'ils en avaient une. Et c'est là le problème. Si Greg devait recommencer, que lui auriez-vous conseillé? Il ne pouvait rien faire pour éviter ça. Il est patient sous cannabis médical et doit prendre son traitement. Comme moi, je dois me lever le matin et prendre mon médicament pour la tension. Non. Si je ne le fais pas, je suis en difficulté. Il criminalise mon médicament pour la tension. Que faire? Attendre d'être chez moi pour le prendre? Arrêter? Faire un accident vasculaire cérébral? Tu vois, qu'est-ce qu'il peut faire? La loi criminalise chaque patient de l'État avant même qu'il ne conduise. Le problème, c'est qu'il ne peut rien faire. Je repars à l'Est pour revoir le Dr Michael Milburn, professeur de psychologie à l'Université du Massachusetts. Et il essaie de percer le secret pour savoir à quel point on est trop défoncé pour conduire. C'est mon coup. Je dois avouer que je ne suis pas très bon joueur d'échecs. Est-ce que ça ressemble un peu à la conduite? Pas mal, oui. Il faut garder beaucoup de choses en tête et il faut anticiper ce que les autres voitures vont faire. Tu sais, ce que ton adversaire va faire. Échec. Tu me mets la pression, là. Alors, comment t'es-tu mis à la bœuf? Ouais. La légalisation de la marijuana est prévue dans le Massachusetts. Un des principaux arguments contre la légalisation est l'absence de moyens pour mesurer l'altération des facultés. Et en tant que psychologue quantitatif, j'ai commencé à me demander comment fait-on cela? Alors, j'ai développé cette application appelée Druid qui mesure l'altération des facultés en utilisant Druid régulièrement. Ils peuvent suivre leur niveau de référence, ce qui permet de mesurer comment fonctionne votre état normal. Et si vos réflexes diminuent, l'application compare votre temps de réaction à votre référence. Cela donnera à l'utilisateur des outils pour s'auto-évaluer afin de prendre une décision. Oh mince, peut-être que je vais attendre avant de conduire. J'aimerais voir l'application. Oh, je l'ai juste ici. Il y a 4 tâches. Tâche 1. Carré égale carré, cercle égale ovale carré au carré cercle. D'accord. Ce que fait Druid, c'est démontrer qu'il est possible de mesurer l'altération de manière juste et précise. Équilibre. Tenez-vous sur la jambe droite, tenez-la dans ma main gauche, 30 secondes. Pourquoi faire porter la responsabilité à l'utilisateur plutôt qu'au policier? Mieux vaut prévenir que guérir. Plutôt que de se focaliser sur l'arrestation des coupables, je préfère empêcher qu'ils montent en voiture dès le début. D'accord, très bien. Oh merde! Échec et mat. La limite de 5 nanogrammes de THC dans le sang à Washington pourrait injustement accuser les conducteurs de cannabis d'ivresse au volant. Je vais donc rencontrer la procureure principale, Amy Friedheim, pour comprendre pourquoi ces lois imparfaites sont toujours en vigueur. C'est l'homicide le plus évitable. Sans exception. Il n'y a aucune raison de conduire en étant sous l'influence, point final. Prenez-vous en compte qu'un conducteur soit patient de marijuana médicale pour déterminer sa faute? Non. Non? Si vous êtes sous influence, c'est aussi valable dans notre État. Tout ça me paraît un peu confus, non? Il existe une limite arbitraire de cannabis dans l'organisme, en plus d'une preuve d'altération, ce qui revient surtout à la parole d'un policier contre la vôtre. Et on essaye juste de comprendre comment tout ça fonctionne dans ce nouveau monde étrange du cannabis légal. Oui. Avec la légalisation, on voit beaucoup plus de gens conduire sous influence dans leur voiture. Ils ont tué des gens. Je pense à un cas où le conducteur a dévié sur l'accotement et a percuté un cycliste, le tuant.
Les gens disent souvent, ce n'est pas de l'alcool, c'est plus sûr, mais c'est une drogue qui altère les capacités. Ça signifie que les patients sous marijuana médicale ne devraient probablement pas conduire. On pourrait créer diverses lois, mais on ne veut pas d'une société trop stricte. Nous voulons que seuls ceux qui ne sont pas sous influence conduisent leur voiture. Même en tant que procureur poursuivant des homicides liés à l'alcool au volant, vous pensez toujours ça? Nous devrions permettre une consommation responsable de cannabis avant de conduire. Oh oui, absolument. Je me permets de dire que, vous savez, si vous êtes sous influence, c'est votre responsabilité. Vous savez si vous devriez conduire ou non. Bien qu'il soit impossible de savoir si l'on a atteint 5 nanogrammes, il paraît raisonnable d'évaluer soi-même si l'on est trop défoncé pour conduire. Aussi imparfait soit-il, ce sont les seuls outils dont disposent les agents publics et les citoyens pour évaluer l'altération des facultés. En tant que consommateur régulier de cannabis, je veux savoir où fixer la limite. Je suis donc allé à Pacific Raceways pour tester ma capacité à conduire en étant très défoncé. Je vais rencontrer Don Kitch Jr., expert du sport automobile et instructeur de conduite qui me guidera sur ce parcours testant les effets du cannabis. Qu'est-ce qui sera le plus touché si je me défonce? La vision périphérique sera fortement altérée, ainsi que ta capacité à prendre des décisions en un court laps de temps. Qu'est-ce qui indique que je suis en train de bien faire les choses ou que je fais mal les choses? Ne touche rien. D'accord. Avant de conduire défoncé, je vais faire un essai, sobre comme un roc. Très bien. Je veux voir ça. 30 miles à l'heure, virage fluide et rythmique à travers ces portes. Mais garde 30 miles à l'heure aux portes avec une accélération constante. Bien. D'accord. Tu vois la lumière à droite de la voiture. Avance à gauche. C'est ça. Donc, je me déplace un peu vers ma gauche. Bien, bien, j'aime ça. Regarde loin devant la voiture. Regarde là où tu vas. Les yeux bien levés. Loin devant la voiture. Bien joué, d'accord. Accélère jusqu'à 50 miles à l'heure pour moi, s'il te plaît. Oh la vache. Quand je te dis d'arrêter, je veux que tu utilises complètement les freins et que tu arrêtes la voiture dans cette zone. Freine maintenant. Oh putain. Oui, je l'ai fait. Bien joué, mon pote. J'aime ça. Maintenant, nous allons passer au slalom. Il y a des cônes verts, des cônes rouges, des cônes verts. Si tu vois le drapeau rouge, contourne les cônes rouges. Si le drapeau est vert, contourne les cônes verts. Ou si c'est les deux drapeaux, tu slalomes entre tous les cônes. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as vert et rouge. Tu fais les deux cônes. Vert et rouge. Tu zigzags tout le long. 25 miles à l'heure. D'accord. Ne laisse personne te toucher. Voilà, chronomètre-le. Ne le laisse pas toucher. Ne le laisse pas te toucher. Ne le laisse pas toucher la voiture. Bien joué. Donc, j'ai déjà fait le circuit une fois totalement sobre. Et maintenant, je vais prendre 3 grosses taffes de bang bien laiteuses et voir si je peux conduire. Oh, c'était un bruit classique de bang. Je crois que j'ai de l'eau de bang sur les lèvres. Oh mec, écoute, ça arrive. D'accord, je suis détendu. Allons conduire des voitures. D'accord, maintenant, vas-y. On est à 20 en ce moment. Ralentis, encore un peu plus. Mes yeux. D'accord, maintenant. Vas-y. 50 miles à l'heure. Attends. Maintenant, freine, maintenant. Oh! Même avant ça. Je pense qu'il y a eu un peu de triche là. J'ai dit attends maintenant. Mais tu étais déjà en roue libre à ce moment-là. Mais aucun cône n'est tombé. C'est vraiment difficile de toucher des choses quand tu vas à 30 km à l'heure. J'aurais pu faire ça en marchant. D'accord. C'est parti. Les yeux en l'air, passez à droite. Je vais à gauche, puis à droite. D'accord, on a un grand virage ici. Oh mon Dieu. Seigneur. Homme au drapeau vert, parfait. Allons-y. Quelle est ta couleur? Vert? Nous avons raté 2 verres. D'accord, compris. Ils sont en train d'entrer. Quoi? Ah, tu m'as vu?
Ah. Comment ça va, officier? Tu vas faire un test? Je sens l'odeur sur toi. Je pense que c'est comme si je l'avais dans la poche. Alors, mets ton index vers le haut, et ensuite je vais toucher directement le bout de ton nez. À gauche. À droite. Oh. C'est un test amusant. Autre chose? Laisse-moi vérifier ton pouls une seconde. D'accord. Très bien. Une fréquence cardiaque normale va de 60 à 90 battements par minute. La tienne est de 140. Wow, 140. Le compteur va aussi vite? C'est une situation qui me rend très nerveux. Oui, je peux imaginer. De toute façon, selon moi, je t'arrêterai pour conduite sous influence. Je pense que tu as suffisamment de substances dans ton organisme pour altérer ta capacité à conduire en toute sécurité. Eh bien, merci. Désolé que tu n'aies pas pu m'arrêter cette fois-ci. En fait, je suis en état d'arrestation. Je suppose que je suis un peu tenté de dire que la seule chose dont j'étais coupable, c'était de rouler trop lentement. Tu vois ce que je veux dire? J'étais submergé par l'expérience, mais je ne faisais rien de dangereux. J'étais très préoccupé par la durée pendant laquelle nous avons continué avec les lumières qui clignotaient. C'est certain, nous avons échoué au slalom, et la balle qui est descendue la colline est à couper la route. Si ça avait été un enfant, il aurait pu être mort. Face à un défi au volant, il n'existe pas de programme. Il faut observer, réfléchir, agir. Cette transition du subconscient au conscient implique une décision. Que vais-je faire? Et influencer cette décision dans une réaction. Si nous sommes trop lents, c'est fini. J'étais nerveux. Tu n'avais pas toute ta tête. Désolé. Mais nous sommes là, assis, capables d'en parler. Oui, vivant et en bonne santé. Conduire, c'est un truc de fou, ça demande ton cerveau, ça fait appel à ton inconscient, ça sollicite ton corps, ça mobilise toutes ces différentes parties de ta capacité humaine. Ça paraît naturel, mais c'est en fait le résultat de nombreuses décisions et actions. Il n'est pas étonnant que la police tente de stopper les comportements irresponsables, vu l'ouverture de la consommation de cannabis. Agissent-ils sincèrement avec les moyens qu'ils ont? Ou bien utilisent-ils des méthodes imparfaites, déguisées en science, pour valider d'anciens préjugés anti-cannabis? Ce qui est clair pour moi, c'est qu'on peut être trop défoncé pour conduire. Tout consommateur de cannabis raisonnable doit prendre de bonnes décisions avant de conduire. Il est aussi clair que si vous consommez du cannabis et êtes arrêté, votre jugement importe peu. Et à moins que de meilleures lois ne soient mises en place ou imposées par la justice, ça ne changera pas. Même si le cannabis est légal, la conduite sous l'emprise met à nu cette dualité essentielle de notre première phase de légalisation. Les autorités pensent définir ce que signifie être défoncé, alors que ceux qui le sont affirment que ça a une toute autre signification. Sauf si ceux qui se défoncent obtiennent le pouvoir. Les implications juridiques d'être défoncé viseront toujours à punir plutôt qu'à comprendre.